La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau des nerfs. Je vais vous donner d'autres maladies neurodégénératives, c'est la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique et le Parkinson. Alors, notre maladie d'Alzheimer, savez-vous qu'il y a 1 million qui sont atteints en France. Et chaque année, il y a 250 000 qui attrapent cette maladie. À 80 ans, 15% de la population est atteinte. On compte 35 millions dans le monde. Le nombre, il va doubler dans les 10-15 prochaines années. Alors, c'est une maladie qui est due donc à des lésions cérébrales, évidemment, auxquelles s'ajoute maladie de la personne. Cette personne, évidemment, il y a une altération de ses fonctions intellectuelles et toute sa vie affective. Il y a la maladie de la famille. Pour eux, c'est une autre personne. Les relations changent. Et il y a la maladie de la société. C'est une maladie qui est liée à l'âge, qui génère donc des problèmes sociaux, outre l'aspect médical. C'est un défi pour la santé publique. C'est le gros défi actuel. Elle entre dans une politique sociale et sanitaire. Alors les lésions, il faut en parler. Alors il y a 2 catégories. Il y a les plaques séniles, ce qui correspondent à des peptides amyloïdes, c'est-à-dire tout le tissu peptidique, il est dégénéré. Et il y a une dégénérescence neurofibrillaire avec des protéines tau, les fameuses protéines tau, dans lesquelles il y a une augmentation du phosphore. Il faut savoir que le phosphore, tous les produits phospholipides, etc., sont très mauvais au niveau du cerveau. Toutes ces lésions, elles perturbent la communication entre les neurones. Et elles perturbent aussi le fonctionnement des neurones, qui aboutissent donc à la mort. Seul le diagnostic du vivant est un diagnostic de probabilité. Je dis probabilité, on ne peut jamais dire c'est une maladie d'Alzheimer, parce qu'il nous manque des éléments. Alors, le problème, c'est de connaître les causes. Il n'y a pas de cause. Donc, en dehors des formes génétiques héréditaires, qui représentent à peu près 9%, la cause, elle est polyfactorielle, c'est-à-dire que c'est plusieurs facteurs qui interviennent, qu'on appelle donc des facteurs de risque, tout simplement, qui vont favoriser l'apparition de la maladie, mais ne la déterminent pas. Alors, il y a l'âge, évidemment, hein. Plus on vieillit, plus on est sujet à attraper cette maladie. C'est le principal facteur. Le sexe, c'est surtout la femme qui est atteinte, puis après l'homme à partir d'un certain âge. Il y a la génétique, je viens de vous en parler, donc pour l'héréditaire, il y a moins de 9%. Alors vous avez les médicaments chimiques, hein, vous l'avez vu, les dégâts qui sont causés au sujet de la maladie, le coronavirus, ça s'appelle la iatrogénèse. La iatrogénèse, ça veut dire tout simplement les dégâts causés par tous les produits chimiques. Donc, et vous avez en particulier les médicaments anticholinergiques. Quand donne-t-on ces produits anticholinergiques? Eh bien, on en donne à des vieilles personnes qui sont incontinentes. Malheureusement, elles luttent contre l'acétylcholine anticholinergique. Il n'y a plus d'acétylcholine quand vous donnez ces médicaments. Et c'est justement la cause de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, vous n'avez plus de ce neuromédiateur, donc qu'on appelle l'acétylcholine, qui véhicule toutes les informations. Et il n'y a plus de message, puisque c'est bloqué. Vous avez aussi les benzodiazépines qu'on donne couramment, enfin toute la série, les somnifères, etc., qu'on vous donne, et qui vous donnent déjà tous les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Il y a la chute du tryptophane et la sérotonine. C'est des neurotransmetteurs. Vous connaissez évidemment la sérotonine. Quand vous avez assez de sérotonine, c'est-à-dire ça vous crée un bien-être, ça donne une certaine satiété. C'est-à-dire que tous les gros mangeurs, etc., quand ils prennent la sérotonine, ils redeviennent sages et ça calme la satiété. Vous avez les champs électromagnétiques. C'est-à-dire, c'est des pollutions invisibles qui perturbe la barrière hémato-encéphalique, dont je vais parler tout à l'heure. C'est la 5e barrière qui vous protège, la dernière. Vous avez donc les métaux lourds, évidemment, le mercure, l'aluminium, tout cela que vous trouvez aussi bien au niveau dentaire qu'au niveau des vaccins, et les nanoparticules, toutes ces toxines-là, qui interfèrent donc au niveau de votre cerveau. Il y a une atteinte vasculaire cérébrale, c'est-à-dire tous ceux qui ont une hypertension, qui ont l'apnée du sommeil, qui ont du cholestérol. C'est pas bon du tout parce que les vaisseaux sont atteints. Vous avez ce qu'on appelle le diabète 3, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que
l'organisme ne peut plus absorber le glucose. Et à ce moment-là, il y a un apport avec les cétones. Donc ça devient un nouveau combustible à la place du glucose. Vous avez l'état dépressif qui n'est pas bon. C'est un contexte qui n'est pas bon pour vous amener donc la maladie d'Alzheimer. Vous avez les infections. On a vu déjà les bactéries, en particulier le chlamydia pneumoniae. Vous avez aussi les infections virales chroniques, le coronavirus évidemment, les séquelles. J'avais fait une newsletter là-dessus pour vous indiquer que tous ceux qui étaient atteints, parfois ils ne sentent plus ni le goût ni l'odorat. Ils ont une agnosie. C'est-à-dire on a déjà l'effondrement de la 5e barrière. Vous avez aussi les facteurs socioculturels qui jouent. C'est-à-dire que plus votre niveau d'éducation est élevé, moins vous aurez la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire, quand vous faites travailler vos ménages, vous pouvez aussi faire du Scrabble, etc. Donc tout cela, dès lors qu'il y a une petite démarche culturelle, vous faites travailler votre mémoire, ben vous la maintenez. Il y a tous les facteurs environnement, le régime alimentaire, les plats préparés, etc. Vous savez très bien que c'est pas bon du tout. Vous avez le trauma crânien et les troubles vasculaires. Vous savez aussi que les boxeurs sont beaucoup plus atteints que les autres de la maladie d'Alzheimer. Alors il y a 3 phases de développement. Ça s'étale sur plusieurs années. Donc la première, c'est la préclinique. Elle est complètement silencieuse durant 15-20 ans. Donc avant Alzheimer, déjà pendant 15 ans ou 20 ans, vous préparez déjà la maladie d'Alzheimer. Il y a très peu de signes. Il y a de temps en temps, évidemment, vous oubliez des mots, etc. Mais enfin, je ne veux pas vous affoler, mais c'est une phase donc préparatoire. Vous avez la phase pré-démentielle, là ça commence déjà à se préciser. Vous avez un déficit cognitif léger qui est répétitif, et c'est la famille qui le voit. Papy, tu te souviens un peu, papy, etc. Voilà, ça commence comme ça. Vous avez des troubles de mémoire et de comportement aussi. Vous pouvez être agressif, le décor, les humains changent, le décor relationnel change. Vous avez aussi, dans la pré-démentielle, des autres déficits intellectuels, troubles du langage, on se répète, etc. Ce qui m'arrive tout à l'heure, mais enfin, je ne suis pas trop atteint. Alors, vous avez une activité quotidienne qui est conservée. Donc, on ne voit pas trop les choses, sauf la famille qui le voit, qui vit au contact direct, ils le savent. Seules les activités complexes sont affectées. Quand déjà que ça se complique, le décor, là, on voit qu'on est dans le prédémentiel. La durée de cette phase, c'est entre 2 et 4 ans. Alors, la troisième, donc, la démentielle, vous avez alors carrément des déficits intellectuels qui atteignent plusieurs fonctions. C'est un diagnostic qui est porté donc avec une probabilité suffisante. Déjà là, on peut dire oui, papy, il est atteint de la maladie d'Alzheimer, ou mamie. Il y a une démence légère, modérée ou sévère, suivant, je vous expliquerai tout à l'heure, parce qu'il y a des examens qui vous permettent de situer le degré d'atteinte, avec des troubles toujours de mémoire et puis les autres fonctions cognitives de la mémoire, mais qui peut dépasser déjà la mémoire. La durée là, de démentielle, c'est entre 8 et 10 ans. Puis après, la mort survient. En général, c'est pas la maladie d'Alzheimer, c'est des conséquences. Par exemple, c'est une maladie associée qui va l'emporter, une histoire cardiaque ou bien des escarres, etc. Bon. Alors la clinique, c'est-à-dire tous les signes qu'il y a dans cette pathologie. Il y a 2 grands signes déterminants, c'est évident. Il y a la perte du sens de l'odorat. 97% de ceux qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer perdent l'odorat. Et puis les troubles de mémoire, les troubles cognitifs. La mémoire est défaillante. Ça, vous le retrouvez systématiquement. Mais il y a d'autres aspects dont je vais vous parler, parce que si vous vivez dans votre famille, vous avez quand même quelqu'un qui est atteint, c'est quand même intéressant de voir l'évolution. Alors, les lésions se font toujours d'un ordre déterminé, suivant l'atteinte de telle région du cerveau. Alors, vous avez déjà entendu parler évidemment de l'hippocampe, la petite caricature du cheval, donc un animal aquatique. Alors, il y a une région hippocampique qui y ressemble, dans le cerveau limbique. Il faut que je vous explique d'abord qu'il y a dans notre évolution humaine, vous avez 3 cerveaux. Vous avez le cerveau reptilien, auquel est resté le serpent, la grenouille. Ensuite, vous avez le cerveau limbique. Limbique, ça veut dire qui recouvre le cerveau. Et dedans, déjà, vous avez tous les phénomènes cérébraux dont on a besoin pour vivre. Et après, c'est le cerveau complet avec les hémisphères. Et alors, dans ce cerveau limbique, qui est déjà riche, qui est déjà complet,
Vous avez aussi une partie postérieure, ce qu'on appelle donc les zones d'association, parce que tout cela fonctionne. Alors dans les cerveaux limbiques, vous avez deux régions qui sont très typiques. C'est l'amygdale, c'est-à-dire cette région de l'émotion, et puis vous avez l'hippocampe, c'est la zone de la mémoire. Dans ces parties postérieures, vous avez donc un fonctionnement qui sous-tend le langage, l'exécution des gestes, la reconnaissance des objets et des personnes. Ah, il ne reconnaît plus. Mais si, tu te souviens, c'est moi là. Donc on arrive déjà à la phase prédémentielle. Alors, la localisation des lésions détermine l'ordre d'apparition et la progression des symptômes. Alors, je vous parlais tout à l'heure des fonctions cognitives, c'est les fonctions de mémoire, mais c'est beaucoup plus large que cela. Ces fonctions, elles permettent de comprendre et d'agir sur le monde. Il y a donc la mémoire, le langage, avec l'aphasie, on ne parle plus, on ne sait plus parler, l'exécution des gestes, la reconnaissance des objets et des personnes. Donc tout cela, ça vous donne une capacité d'abstraction, de planification, de contrôle des tâches et de leurs objectifs, donc les fonctions exécutives, qui sont bien souvent donc perturbées. Vous avez aussi les troubles d'humeur et du comportement. Vous avez la perte de motivation avec une apathie, 80% des cas. Déjà, c'est un peu un départ de désespérance. Oh, j'en ai marre de la vie, je veux arrêter, etc. Vous avez la dépression qui est dans le contexte, le fond dépressif. Vous avez l'anxiété, l'angoisse. Puis alors tous les troubles psychiatriques, déjà des hallucinations, des idées délirantes, les troubles du comportement moteur avec activité répétitive, vous allez chercher la clé, vous revenez, etc., qui est répétitive. Vous avez l'agitation, la famille déjà a remarqué tous ces troubles d'humeur et de comportement qui déséquilibrent complètement donc la famille. Alors les examens, il faut faire des examens pour savoir vraiment où on en est, l'évolution, etc. Alors un examen qu'on ne fait pas, alors qu'on devrait faire, c'est l'examen de la rétine. Qu'est-ce qu'on dit de la rétine? C'est le miroir de l'âme. Alors avec tous les groupes toxiques de protéines, les bêta-amyloïdes, donc les premiers stades de la maladie, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les lésions, elles apparaissent dans la rétine et on s'en était pas occupé. Vous avez l'examen neuropsychologique. On vérifie le type de trouble de la mémoire, parce qu'il y a plusieurs mémoires. Il faudrait faire un long chapitre pour les développer, plus les autres fonctions cognitives dont je vous ai parlé. On fait aussi l'imagerie cérébrale, le fameux scanner ou l'IRM. L'IRM qui détecte tout de suite le début d'atrophie des régions hippocampiques. Pour situer déjà, ça y est, on s'embarque vers la maladie d'Alzheimer, plus les lésions vasculaires. Vous pouvez faire aussi un électroencéphalogramme que l'on fait classiquement quand il y a eu un accident. Alors, le EEG, c'est-à-dire l'électroencéphalogramme, on voit le tracé électrique de chaque région. Et déjà, si vous voyez une évolution, ça vous guide pour vous indiquer à quel niveau on en est. Vous avez la tomographie par émission monophotonique, et oui, qu'on appelle le TEM. TEM en majuscule, c'est l'activité fonctionnelle des régions. Est-ce que les régions cérébrales continuent à fonctionner comme ils le devraient? Deux examens qu'on oublie, qui sont faciles à faire, donc l'examen de la rétine, là, le miroir de l'âme, il faut en profiter pour voir où on en est, et puis la ponction lombaire, c'est une ponction donc que l'on effectue au niveau lombaire, et on a tout de suite, on retrouve les marqueurs prédictifs qui sont fiables, hein, le bêta-amyloïde dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les taux totals. Et on a aussi, pas dans la ponction lombaire, mais un autre examen, l'évaluation numérique neuropsychométrique. On voit les formes débutantes. Ensuite, on vérifie vraiment au niveau des tests cognitifs de dépistage où on en est. C'est-à-dire, il y a 30 questions. Ce test, on l'appelle en anglais Mini Mental State Examination, MMSE. Il y a 30 items, on dit, ou 30 questions. Ce sont donc des tests cognitifs de dépistage. Alors, si vous avez plus de 27, c'est qu'il n'y a pas, vous êtes en dehors de la maladie. Alors, si vous avez entre 20 et 27, c'est une démence légère. En revanche, en dessous de 10, c'est une démence sévère. Donc, au-dessus de 27, vous êtes normal. Entre 10 et 19, une démence modérée. C'est un jeu de questions. Il y en a une trentaine que vous retrouverez donc dans mon livre. Vous pouvez le faire vous-même. En principe, c'est un psychanalyste qui le fait ou un neurologue. Alors, vous avez aussi donc les examens biologiques. On recherche une cause curable au trouble
curable, c'est-à-dire que c'est quand même intéressant de savoir si votre thyroïde fonctionne. Donc on fait les tests du bilan thyroïdien, la T3, T4, TSH pour voir donc au niveau cérébral si ça fonctionne, et l'iodurée pour savoir votre taux d'iode. Le bilan inflammatoire, dans toutes les pathologies, c'est très important de savoir s'il y a de l'inflammation, il y a maladie derrière. Donc on fait l'AVS, c'est l'examen le plus modeste qui existe dans tous les bilans biologiques, et vous avez la C-réactive protéine. On recherche les métaux lourds, c'est important de savoir s'il y a de l'aluminium, du mercure, du cadmium, etc. Il y a aussi l'homocystéine qui vous révèle pas mal de choses et l'albuminémie. La nature, comme je vous dis, elle est bien faite. On est protégé parce que tout ce qui nous agresse, qu'on appelle les antigènes, eh bien, n'irait pas très loin. Donc je vous dis, on est tellement agressé de partout qu'il y a 5 barrières protectrices. D'abord, le système immunitaire intestinal. C'est au niveau donc des intestins avec votre bactérie qui protège. On l'appelle du reste le deuxième cerveau. Parce que dedans, comme dans le cerveau, vous avez des neurotransmetteurs, vous avez de l'acétylcholine, vous avez la sérotonine, tryptophane, il y a tout au niveau des intestins. Et dès lors que ce système immunitaire il est atteint, par exemple quand vous prenez des produits chimiques, l'organisme ne les reconnaît pas. C'est un ennemi. À ce moment-là, en plus, ces produits agressent la muqueuse intestinale, créent des micropores et par lesquels pénètrent donc les débris alimentaires, les virus, les bactéries. Et automatiquement, il y a une agression. Donc ce système immunitaire intestinal il est très important. C'est le premier filtre et il ne faut pas qu'il soit effondré. Mais il y est systématiquement. On mange déjà une alimentation avec les plats préparés, etc., qui n'est pas bonne. Vous avalez aussi des nanoparticules, des conservateurs, etc. Automatiquement, il est sollicité et il va générer, donc il va stimuler des défenses immunitaires. Le deuxième filtre, si le premier est atteint, le deuxième qu'on appelle le système réticulo-endothélial. Ce sont donc les ganglions lymphatiques. Il faut savoir que la lymphe, on ignore le mouvement de la lymphe. Savez-vous qu'il y a 10 litres de lymphe, c'est-à-dire 2 fois plus que de sang. Et alors même en cancéro, on oublie de faire en sorte de rendre fluide cette lymphe. On n'y touche pas, alors qu'il y a beaucoup de maladies qui vont stagner parce qu'on ne tient pas compte de cette lymphe. Il y a le foie qui fait partie du système réticulo-endothélial. Vous avez les plaques de Peyer, donc vous êtes protégé donc, au niveau de cette deuxième barrière. La troisième, c'est la cellule endothéliale. Endothéliale, ça veut dire dans les cellules, dans les vaisseaux, vous avez des cellules endothéliales. C'est un filtre entre le tissu et le sang. Et c'est très important parce que vous avez vu avec le coronavirus, eh bien, tous les organes ont été atteints. Parce que dedans, vous aviez un récepteur qu'on appelle l'ACE2, qui, il faut que je vous explique un petit peu ce que c'est qu'un récepteur. Un récepteur, donc, c'est comme une clé avec une serrure. Il faut qu'une clé convienne à la serrure. Alors, le récepteur, c'est la clé qui permet de pénétrer dans la cellule. Alors, à ce moment-là, donc, quand votre récepteur pénètre, eh bien, il va créer des dégâts dans tous les organes. Tous les organes, d'abord le pulmonaire, puisqu'on est dans le coronavirus, tous les organes sont atteints dans les cellules endothéliales. Vous avez les cellules sanguines, même le sang, il se protège. Dedans, il y a des monocytes, des macrophages et des lymphocytes B dans les cellules sanguines. Et la dernière, c'est la barrière hémato-encéphalique. Derrière, il n'y en a plus. Elle est chargée, elle, de bloquer tous les antigènes, surtout de protéger votre cerveau, parce que le cerveau, c'est quand même l'organe clé de tous les humains. Dedans, vous avez 2 types de cellules. Vous avez les astrocytes, c'est-à-dire qui vont créer les synapses, c'est-à-dire les communications entre les neurones, entre les cellules neurologiques, et la myélinisation. La myélinisation, c'est cette protection de myéline autour de tous les nerfs et qui disparaît quand vous avez donc une sclérose en plaques. Donc c'est très important. Et vous avez les cellules microgliales qui ont un rôle de phagocytose, c'est-à-dire qui phagocytein, ça veut dire manger en grec, c'est-à-dire qu'ils vont manger tous les éléments étrangers agressifs. Alors, comme traitement de la maladie, il n'y a rien. On a essayé, il y a 4 produits, l'Ariceps, etc., qui créent la maladie d'Alzheimer, puisque ce sont des produits chimiques
donc qui vont créer la iatrogénèse. Donc on les a retirés puisqu'ils ne servent à rien. Mais comme on n'a rien, eh bien on le donne en guise de placebo. Et malheureusement, il n'y a rien. Sinon, alors on parle de plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a eu un prix Nobel pour avoir dit, ça remonte à un siècle, Ramón y Cajal qui s'appelait, pour avoir dit une cellule, quand elle meurt, on ne la remplace pas. C'est-à-dire, elle fait son temps, ce qui est faux. On s'est rendu compte que justement, on peut réparer certaines cellules cérébrales. Alors, dans cette plasticité cérébrale, vous avez deux concepts. Vous avez la réserve cérébrale, c'est-à-dire c'est toute la quantité passive d'éléments qui sont là, en position presque matérielle, qui conservent la mémoire. Et vous avez une réserve cognitive, c'est-à-dire tous les processus actifs de neuroplasticité. Je vous ai parlé tout à l'heure des gens très cultivés qui font travailler leur cerveau et qui échappent justement à la maladie d'Alzheimer. En partie parce que vous avez quand même des gens que vous voyez qui sont des philosophes, etc., et qui attrapent la maladie d'Alzheimer. C'est pas évident toujours. Alors, ce qui est le plus important, c'est-à-dire qu'on va arriver dans du positif. Et je vais vous parler un petit peu de mon cheminement, comment j'ai découvert, comment ça se passait, comment on pouvait éviter donc la maladie d'Alzheimer. Pour cela, il faut que je vous dise que j'ai fait des études d'anthropologie. L'anthropologie, c'est le fait d'étudier l'homme dans la société. Le sociologue, c'est lui qui étudie toute la société. L'anthropologue, l'homme dans la société. Donc j'ai fait une formation donc à Paris Nord. Je suis sorti donc major, ce qui fait que j'ai enseigné l'anthropologie à Bobigny. Je vais vous évoquer quelques réflexions générales d'adaptation et de survie en milieu hostile. Et pour cela, j'ai prolongé un petit peu mes connaissances d'anthropologie. J'ai fait de la paléoanthropologie, c'est-à-dire que j'ai étudié nos ancêtres. Et par exemple, Néandertal, il y a 300 000 ans, puis après, il y a 70 000 ans, Cro-Magnon. Alors, Néandertal, comment il vivait cet homme? Eh bien, cet homme, il était dans un milieu hostile. D'abord, la chasse n'était pas fructueuse, donc 4, 5, 6, 7 jours sans manger. Ensuite, il y avait d'autres animaux sauvages qui pouvaient venir le batailler. Il y a aussi donc l'environnement, le climat, etc. Donc, il y avait une hostilité. Et la création, qu'est-ce qu'elle lui a donné, la création? Un organe essentiel, c'est le système olfactif. Olfactif, c'est-à-dire, il sentait les choses. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, il mangeait animal. Animal, à ce moment-là, c'était manger cru, c'est-à-dire la meilleure des nourritures. Crue parce qu'elle est pleine de vitalité. Alors, le fait donc qu'il soit dans ce monde hostile, le fait d'avoir ce système olfactif, ça lui permettait donc une certaine défense. Alors, depuis la nuit des temps et tout au long de l'évolution, chaque espèce vivante, animale ou végétale, élabore des mécanismes de défense en milieu hostile. Ces mécanismes de défense, qui sont génétiquement déterminés, sont spécifiques des espèces qui partagent le même biotope, c'est-à-dire le même environnement. On s'adapte à son voisin hostile pour survivre. Cette lutte universelle pour la survie a conduit à l'évolution des espèces. Alors quand on étudie la phylogénèse, c'est l'histoire de l'évolution de l'espèce humaine, dans le temps et dans l'espace. C'est très lent cette évolution. Ce qui fait que s'il y a des ennemis sous forme d'antigènes, de microbes, etc., notre organisme n'est pas préparé. Donc, automatiquement, on va subir cela. Je vais vous donner un exemple, l'intolérance au gluten. Avant, le blé, il y avait 7 chromosomes. Maintenant, il en a 32. Et l'organisme n'est pas prêt à ça. Vous faites une intolérance donc au blé, au gluten. Vous voyez, il y a tout un retard. Mais alors, donc, à l'époque, de manger cru, ou dominer donc le système olfactif qui correspondait, le système olfactif de l'homo sapiens, c'est-à-dire l'homme intelligent, même sapiens sapiens, représente leur instinct primitif de survie, de reproduction et d'adaptation. Ce n'est pas un hasard si au cours de l'évolution, les régions du cortex cérébral ont conservé une association avec le système olfactif. Ce sont justement les régions phylogénétiquement anciennes comme l'hippocampe et la région limbique du lobe temporal, dont on sait qu'ils jouent un rôle fondamental pour l'acquisition de la mémoire, l'apprentissage,
les aspects émotionnels avec l'amygdale, tous les aspects comportementaux, ainsi que l'alternative veille-sommeil. C'était déjà inscrit, qui détermine donc les rythmes biologiques spécifiques. Alors, on sait que toutes ces régions que je viens de vous évoquer, c'est précisément celles qui sont touchées au cours de la maladie d'Alzheimer. Donc on pourrait dire que finalement, l'homme d'un Néandertal, il pourrait être à l'abri de la maladie d'Alzheimer. Mais, évidemment, le génie de l'homme, c'est la deuxième époque. J'ai parlé de la première époque de Néandertal. La deuxième époque, c'est celle du feu et de la cuisson. Là, 700 000 ans, on a découvert le feu. Et puis la cuisson, disons, pour simplifier, parce que les paléo-anthropologues ne sont pas d'accord, disons 20 000 ans, on commençait à cuire. Alors, le fait de cuire, on avait une nourriture qui n'était plus vivante. On oubliait l'olfactif pour passer au gustatif. C'est-à-dire tous les avantages que donnait l'olfactif, vous le perdiez parce que vous tombiez dans la cuisson avec toute une série d'antigènes. Le fait de cuire, etc., ça vous donne des corps de Maillard et tout est transformé. En plus, dans l'évolution, vous aviez plein d'antigènes qui sont survenus, il y a plein de mutations génétiques qui ont dénaturé lentement, mais sûrement, l'instinct de survie et de reproduction et d'adaptation. Alors, si aujourd'hui l'homme n'est plus en mesure de se fier, comme jadis, à son odorat pour écarter les aliments toxiques et les molécules étrangères, c'est parce qu'il a par hasard modifié le cours des choses avec la découverte de la cuisson, de la transformation puis la conservation des aliments qui, au cours de l'évolution, ont développé le goût et qui relèguent progressivement donc celui de l'odorat à l'état de vestige. Voilà où on en est remis. Alors, tout simplement pour vous dire que ce que je préconise pour vous en sortir, eh bien, il faut restaurer le système olfactif. Alors, on a deux approches. Retour à l'alimentation vivante. Enfin, vous ne pouvez pas manger cru uniquement, mais déjà, si vous mangez 60% de cru, eh bien, vous rentrez un petit peu dans les contextes dont je vous ai parlé tout à l'heure et vous reliez votre olfactif donc au centre de la mémoire. Alors ça, c'est la première chose. Alors, dans mon livre, évidemment, je vous donne une série d'alimentations vivantes, mais enfin que vous connaissez déjà. Il y a la choucroute, et vous avez beaucoup de choses dans cette alimentation vivante. Et le deuxième aspect, il faut stimuler l'odorat avec des huiles essentielles. Donc au niveau alimentation, donc vous avez bien compris, il faut revenir à un régime cru qui correspondait à ce que prenaient les anciens, les ancêtres, et puis stimuler l'odorat avec les huiles essentielles. L'huile essentielle, par définition, elle réveille, elle stimule l'olfactif. Il y a tout un jeu d'huiles essentielles qui sont là, qui vont réveiller votre mémoire. Ça s'appelle donc l'aromathérapie olfactive, qui sont employées déjà dans certains EHPAD. Vous avez aussi, c'est appliqué puisque je suis en correspondance avec les Chinois, là 10 ans, ils connaissent cela. Eux-mêmes soignent avec des huiles essentielles des résultats exceptionnels. Mais on n'en parle pas parce que, évidemment, les huiles essentielles échappent à Big Pharma. Big Pharma, il n'a rien à tirer là-dedans. Donc, il vous bloque ce système. C'est interdit d'en parler. Alors que ça marche. De même, on a soigné complètement des coronavirus dans plusieurs pays. Mais on n'en a pas parlé, il y en a qui ont échappé, mais il y en a 30 000 qui sont morts et qu'on aurait pu sauver avec les huiles essentielles, c'est un autre problème. Et il ne faudrait pas qu'au niveau de la maladie d'Alzheimer, qu'il y ait des solutions miraculeuses pour faire en sorte que papy il ne tombe pas dans la maladie d'Alzheimer et il ne crée pas un enfer dans sa famille. Alors je vais vous donner un exemple parce que je ne peux pas vous donner toutes les huiles essentielles parce qu'il y en a pour l'agitation, il y en a même pour les problèmes quotidiens, la constipation, le fait justement de soigner sa prostate, etc. En plus, donc, toutes les huiles essentielles peuvent vous secourir à ce niveau. Mais vous en avez spécifique, et la plus connue, je vais vous la donner, c'est le romarin acénéol qui restaure, qui va stimuler l'acétylcholine, qui va rendre vie à votre cerveau. C'est-à-dire cette acétylcholine qui manquait dans le système, eh bien, le romarin acénéol va vous le remettre. Vous vous rendez compte, le miracle de la nature, le miracle de la création, tout est là.
Mais malheureusement, il y a eu l'époque des Lumières, on a voulu faire du fric, on a amené du produit chimique, et puis on a vu le coronavirus que ça a donné. Il n'y a toujours pas de médicaments, il n'y a toujours pas de vaccin. Et là, je vous annonce à l'avance, évidemment, qu'un petit médecin généraliste ait découvert cela, c'est facile à enrayer, donc vous passez nulle part. C'est pour cela que c'est à vous donc à essayer de faire connaître ces découvertes qui sont déjà appliquées en Angleterre, en Allemagne. Vous avez dans des cliniques, on soigne déjà là, avec des huiles essentielles et avec une nourriture crue. Donc déjà, c'est parti. Ça fait 10 ans que je suis sur la question et ça marche. Alors, dans mon livre, vous allez tout retrouver. Il faut lire, il faut prendre 22 €. Vous pourrez, j'allais dire, empêcher que votre papy, qui est au stade prédémentiel, eh bien, va retrouver une vie familiale avec vous. Papy ou mamie, je dis toujours papy, il y a mamie qui est là, qui peut être aussi atteinte. Et ça paraît miraculeux que les gens disent, bon ben ouais, ça m'étonnerait, etc. Mais essayez, avant de critiquer, essayez, puis vous verrez les résultats. Alors évidemment, c'est pas que je veuille être mercantile, mais j'ai fait un livre chez Très Daniel qui vient de sortir. Ça s'appelle Alzheimer et l'odorat, quand les arômes restaurent la mémoire, aux éditions Très Daniel. Alors, tout est expliqué dedans. Pour l'huile essentielle de romarin, il suffit d'acheter donc un flacon de romarin cinéole. Il n'y a pas besoin d'une ordonnance. Vous prenez 5 centilitres ou 10 centilitres. Et puis, vous ouvrez le flacon et vous humez. Vous humez pendant 1 ou 2 minutes abondamment et ça va stimuler votre système olfactif. Vous le faites 3-4 fois dans la journée. Vous pouvez le coupler à Néroli. Néroli, donc c'est une huile essentielle. C'est le petit bigaradier, les feuilles de petit bigaradier qui correspondent au Prozac, c'est-à-dire c'est un calmant. Vous alternez les deux. Il y en a même qui mettent de l'essence de citron. Vous avez une quantité d'huile essentielle, soit vous le mettez dans un diffuseur atmosphérique dans la journée, pour papy et mamie si vous voulez, ils vont diffuser pendant 20 minutes, vous mettez 3-4 huiles essentielles dont je parle dans ce livre, c'est à vous à choisir, suivant les nuances de ces pathologies. S'il est agité, j'ai tout ce qu'il faut, à l'agitation, la dépression, l'insomnie, on a tout dedans. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis attardé sur les signes cliniques, mais il y en a beaucoup plus. Mais alors vous allez les retrouver parce que chacun a une évolution différente suivant l'atteinte, comme je vous ai dit, des zones du cerveau. Et vous avez toute une série, j'ai 2 chapitres avec des huiles essentielles. Il y en a même qu'on a découvert à Madagascar. Vous savez que Madagascar, c'est comme le grand pays des huiles essentielles. Et ils en ont mis au point. Vous avez des huiles essentielles nouvelles comme l'herbe des rois, de catafré, etc., qui ont des actions très spécifiques. Et vous serez étonné. Alors dedans, vous voyez comment on peut aussi le mettre en application cutanée sur les poignets. Vous pouvez les mettre sur la plante des pieds, vous le massez bien, n'importe où, sur le thorax, peu importe, ça pénètre. Que ce soit par la peau, au niveau des effusions, il est préférable évidemment de le prendre en inhalation parce que ça va directement dans les zones olfactives, qui sont complexes et expliquées dans mon livre, mais ça me prendrait 1 heure pour vous faire de l'anatomie. Donc sachez que tout correspond parfaitement. Et puis pour 20 € de produits, eh bien vous voyez déjà au bout d'1 mois, 2 mois, tandis qu'autrement, comme je vous l'ai dit, vous êtes embarqué pendant 10 ans à voir souffrir et dépérir vos parents. Je ne veux pas vous faire peur ni faire du chantage pour que vous achetiez mon livre. Vous avez tout intérêt, au lieu d'acheter certains livres dont vous pouvez vous passer, qui sont à la mode, ça fait bien de l'acheter, mais là c'est pas que ça fait bien, c'est quand vos parents sont atteints, ou même vous, puisque vous avez 1 million et que dans 15 ans on va doubler, il y aura 2 millions. Ensuite, j'ai fait une newsletter pour annoncer que tous ceux qui ont eu le coronavirus et qui s'en sont sortis, eh bien déjà, surtout pour ceux qui ne sentent plus les choses, eh bien déjà on a bien évolué et que les 5 barrières qui vous protègent, elles sont envahies. Et c'est l'entrée dans les différentes phases de la maladie d'Alzheimer. Il y en a même qui sont en phase prédémentielle, qui viennent de subir donc une réanimation et qui rentrent tout de suite dans la maladie d'Alzheimer. Tout s'enchaîne.
Donc le coronavirus, comme je vous ai expliqué, eh bien maintenant, ceux qui en réchappent, eh bien ils vont tomber, mais ils peuvent, j'allais dire, écourter cette phase, même l'enrayer. Évidemment pas quand vous êtes dans le plein démentiel, il ne faut pas inventer, mais au moins il y a toujours un petit apport positif. Voilà le message que je voulais vous communiquer. Je répète, Alzheimer et l'odorat, quand les arômes, c'est-à-dire quand les huiles essentielles, restaurent la mémoire. Et c'est pas un mensonge, sinon le livre ne pourrait pas sortir si vous racontez des histoires. Évidemment, vous seriez attaqué. Voilà, ça c'est un beau cadeau, mais achetez-le dès demain. J'ai le plaisir de vous communiquer, d'amener un petit peu mon expérience sur certaines pathologies les plus courantes. Et il y en aura d'autres, évidemment. Et je vous traiterai aussi des intolérances alimentaires. Mais il y a tellement de maladies qui sont d'une simplicité, mais il faut le vouloir. Il faut une certaine volonté, il faut une certaine persévérance. C'est pas en faisant un régime spécial pendant 10 jours. Non, c'est tous les jours. Il faut savoir exactement ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut écarter. Mais vous êtes assez intelligent pour faire le choix. Et à partir de là, eh bien, j'aimerais bien que mamie, qui est guérie, eh bien, elle vienne m'embrasser pour me dire « Enfin, je suis sorti de l'enfer ». Alors vous allez me dire, mais pendant combien d'années il faut prendre ces huiles essentielles, etc. Mais pour vous encourager, vous verrez progressivement les progrès. Vous verrez, c'est des petites nuances. Vous qui êtes proche de vos grands-parents, ou votre père, mère, ça dépend de l'âge que vous avez, vous verrez déjà des nuances, des améliorations. Et cela, que ce soit au niveau de votre parent qui souffre ou vous-même, vous voyez les progrès. Ça vous encourage et après vous rentrez dans le système. Et à partir de là, vous avez la situation en main. Mais comme je vous le dis, si vous êtes en phase terminale, je ne suis pas Jésus, on ne peut pas faire de miracle, hein, mais au moins commencer. Et puis même commencer, puisque je vous ai dit, pendant 15 ans, c'est plus ou moins, on ne le voit pas, mais enfin il y a des petites chutes de mémoire et tout. Commencez déjà avec le romarin à cinéole, parce qu'il y a 200 variétés de romarin. Le cinéole, le pharmacien, il a l'habitude, il sait déjà, parce qu'il lit mes newsletters, les pharmaciens, hein. Ils lisent beaucoup. Et eux vont dire, ah oui, là, vraiment, vous avez vu quelque chose sur les travaux de Dr Willem, parce que là, pour me demander cette huile essentielle, j'espère que vos parents se porteront mieux.